Bonjour à tous, Afri Impact Magazine a le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Denis Nyembe, responsable de l'ASBEL, La main sur le cœur. Parlez-nous un peu, Madame, de La main sur le cœur. Bonsoir, Monsieur Ondikalala. Je vous remercie pour l'invitation. C'est pas la première fois. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et c'est encore un réel plaisir de passer aujourd'hui dans votre émission, dans ce magazine, pour nous de la diaspora, qui est vraiment quelque chose de magnifique parce que nous pouvons échanger sur ce que la diaspora fait chez nous au pays. Ouais. Voilà, depuis maintenant 7 ans, parce que j'ai commencé la main sur le cœur avec des autres femmes depuis 2017. Mais moi, dans l'associatif, dans la problématique du VIH, j'ai commencé depuis 2023. Non, depuis 2003 à Bruxelles. Ouais. Donc, 2003-2004. Donc, ça fait pareillement 20 ans. Je dans l'associative que je m'occupe spécialement du VIH. Donc, en revenant en fait à Kinshasa, j'ai trouvé la problématique des enfants vivant avec le VIH, des enfants dont certains parents étaient morts d'une maladie liée au sida, étaient pris en charge dans certains centres de santé ici à Kinshasa. La prise en charge était, pas qu'elle était moindre, hein, elle était importante parce que certains enfants étaient suivis, certains pas. Parce que souvent, les questions qui reviennent, comment vous faites pour avoir les enfants, pour savoir plutôt que ces enfants vivent avec le VIH? Parce qu'on travaille directement avec les hôpitaux. Parce que si on ne travaille pas avec les hôpitaux de la place, on ne peut pas réellement savoir si tel enfant est concerné directement ou indirectement. Donc, depuis 7 ans, nous avons commencé cette belle aventure de prendre en charge les enfants vivant avec le VIH. Et en 7 ans, nous avons, au départ, en fait, la première fois, lorsque nous sommes partis voir les enfants dans un centre de santé, on trouvait qu'il y avait un besoin de quelqu'un qui pouvait parler à la place des enfants, quelqu'un qui pouvait porter la voix des enfants au niveau des institutions, au niveau des décideurs, au niveau des médecins, au niveau de la population aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que ces enfants, lorsqu'ils perdent un parent d'une maladie liée au sida, les enfants sont rejetés automatiquement. Il y a des enfants sorciers, des enfants de la rue, des enfants ou même les tantes ou les parents ou les grands-parents qui sont en vie. Quand je dis parents, ce n'est pas papa et maman, mais je parle des parents, de membres de la famille qui ne veulent pas les prendre en charge en disant qu'ils vont perdre de l'argent, que ça ne servait à rien de payer leurs frais scolaires. Donc, on avait tellement rencontré ce problème en fait au départ et qu'on avait pris comme engagement l'objectif de la main sur le cœur que jusqu'à maintenant on a gardé, c'est de construire un jour un centre convivial. Là, on pouvait avoir différentes sortes de formations pour que les enfants ne puissent pas être laissés pour compte. Mais au fur et à mesure des années, on a commencé par réhabiliter les unités de maladies infectieuses. Parce que la première unité de maladies infectieuses qui nous avait choqués, c'était l'état de l'accueil, là où on recevait en fait les enfants, que ce soit les toilettes, que ce soit la salle même de l'hôpital du jour, où il y avait que 4 ou 5 lits. Lorsqu'on avait vu l'état de cet hôpital-là, de ce côté-là de l'unité de maladies infectieuses, ça nous avait fort touché. Donc, ce qui fait que le premier gala qu'on a fait en 2017, nous avons mobilisé 40 000 $ et cet argent a été mis directement dans la réhabilitation de l'unité de maladies infectieuses qui jusqu'aujourd'hui, lorsque les gens viennent à Kinshasa, qui passent à l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe, ils peuvent voir ce bâtiment qu'on a construit, la salle d'hôpital du jour qui est toujours en bon état, la salle de classe aussi, et le petit jardin. Donc, tous les enfants qui sont hospitalisés, ils n'ont pas besoin d'être VIH pour être reçus dans la salle de classe. Et cette salle de classe est juste magnifique jusqu'à maintenant. Il y a une petite bibliothèque avec une centaine de livres. Il y a aussi une télévision. Il y a le Canal+ que nous payons tous les mois. Il y a une maîtresse qui est là pour prendre en charge les enfants. Donc, et les années qui ont suivi, nous avons continué avec Kitambo, nous avons fait Kisangani et nous avons arrêté les réhabilitations des unités de maladies infectieuses pour la simple raison que lorsque nous réhabilitons, nous sommes obligés nous-mêmes de continuer en fait l'entretien des bâtiments pour ne pas les laisser entre les mains au fait de l'État. Parce que si on réhabilite et qu'on laisse, il y aura un laisser-aller, on reviendra dans 6 mois, l'argent qu'on aurait investi aurait été dépensé finalement pour rien. Donc, on a préféré, nous, continuer
à gérer tout ce que nous réhabilitons, mais ça nous coûte en argent parce que tous les mois, nous devons faire l'entretien. Tous les mois, nous devons payer le personnel qui y travaille. Donc, c'est des personnes qui sont engagées par la main sur le cœur. Donc, c'est un budget tous les mois. Kisangani, nous avons laissé au bon soin d'une petite équipe qui est là. Alors, ils ont eu pas mal de soucis là-bas parce que l'hôpital voulait récupérer le bâtiment parce que celui de Kisangani, c'est beaucoup plus grand. C'est carrément tout un pavillon, donc c'est beaucoup plus grand parce que les salles sont beaucoup plus grandes. Il y a une grande salle de repos pour les enfants avec 4 ou 5 lits. Il y a une bibliothèque qui est beaucoup plus grande. Il y a une salle de classe qui est beaucoup plus grande. Il y a un bureau, il y a des douches, un peu comme dans le reste des hôpitaux. Donc nous nous sommes dit, si on doit continuer chaque année lorsqu'on mobilise les fonds et que on met tous ces fonds-là dans la réhabilitation des unités des maladies infectieuses, finalement, on va pas aider les enfants qui veulent aller, au fait, à l'école, qui veulent aller à l'université. Donc, nous avons pris, durant ces 7 ans, 12 enfants que nous avons surnommés les commandos, comme des enfants modèles, au fait. Donc, comme dans tous les projets, il faut avoir un petit nombre d'enfants qu'on va expérimenter pour voir si réellement ces enfants ont soif d'étudier, si vraiment ils veulent terminer leurs études par rapport à ce qu'eux nous disent. Parce que certains d'entre eux, ils étaient déjà en 6e humanité, ils avaient eu leur bac, et il leur manquait juste pour aller à l'université. Alors lorsqu'on les a pris en charge, 11 ont terminé. Ils ont terminé jusqu'à la licence, grâce bien sûr au gala que nous organisons, grâce aux bienfaiteurs, grâce à toutes ces personnes de bonne volonté qui ont toujours participé. Les 11, il y a ceux qui ont terminé à l'ISTA, il y a ceux qui ont terminé à l'Académie des Beaux-Arts, il y a ceux qui ont terminé comment on appelle, un institut supérieur ISC. Il y a un qui a terminé à l'école de formation appliquée, tout ce qui est informatique et tout ça. Il y a un qui fait médecine et lui, c'est le seul qui nous reste au fait, qui fait la médecine. Et cette année, on a eu la chance d'avoir un fonds qui a payé ses frais scolaires parce que la médecine, ça coûte beaucoup plus cher. Il y a 2 ans, il avait besoin d'un ordinateur. On a eu l'accompagnement de la première dame qui est l'ambassadrice aussi, la porte-voix aussi des enfants vivant avec le VIH. À chaque fois qu'on a eu un besoin, elle a été parmi les premières à nous soutenir. Depuis Bruxelles, avant même qu'elle soit la première dame, elle a toujours été au fait un soutien pour les personnes vivant avec le VIH. Donc, voilà, cette année, nous sommes à la 8e édition de notre gala. Super. Le VIH n'est pas la seule maladie qui fait des orphelins. Mais pourquoi votre choix sur les enfants victimes de VIH? Parce que, monsieur, on dit ce qu'on a constaté depuis toujours, vous me direz pas le contraire, il y a beaucoup de discrimination autour du VIH. On peut facilement parler à la télévision du diabète, du cancer, de d'autres maladies orphelines, mais on ne peut pas parler ouvertement du VIH. C'est une maladie qui, jusqu'à aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qui fait peur. Les personnes viendront témoigner à la télévision dans une émission que je vis avec le VIH de peur de représailles, de peur de rejet, de peur que même là où tu travaillais, que le contrat s'arrête directement. Il y a encore la peur lié au fait au VIH parce que les gens ne connaissent pas la différence entre être séropositif et atteindre le sida. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la communication sur le VIH, les premières communications qu'on a sur le VIH ont fait peur aux gens. Donc, on est resté encore dans beaucoup d'ignorance concernant le VIH. Donc, on peut parler facilement. Si quelqu'un meurt de diabète, c'est beau à dire qu'il est mort d'un cancer, c'est beau à dire qu'il est mort de diabète, c'est beau à dire qu'il est mort de paludisme, mais c'est pas beau à dire qu'il est mort du sida. Et parce que vous y êtes, est-ce que vous pouvez expliquer un peu la différence qu'il y a le VIH et la maladie du sida en soi? C'est comme aujourd'hui, tu es porteur d'un virus du paludisme. Donc, tu es porteur du virus du VIH, mais tu n'es pas porteur du sida. Le sida, c'est lorsque la personne qui est séropositive a brûlé toutes les étapes et qu'il n'a plus du tout d'immunité du tout.
Alors, n'importe quelle maladie qui va l'attraper, il va mourir. C'est pour ça qu'on dit qu'il meurt d'une maladie liée au sida. Ça peut être le cancer de Kaposi, ça peut être une bête grippe, hein, ça peut être une bête tout, parce que simplement, tous les organes ont déjà été touchés et le virus est en ébullition en fait dans le corps de la personne. Il attaque en fait son immunité. Vous voyez, donc c'est différent d'une personne qui est porteuse du virus du VIH qui prend son traitement. Donc, depuis que vous êtes à la commande et que vous avez pris ça en charge, combien d'enfants avez-vous perdu qui sont allés du VIH au SIDA? La première fois qu'on a perdu une jeune fille il y a 4-5 ans. Cette petite, en fait, elle est morte juste parce qu'elle était vraiment triste dans la famille d'accueil là où elle vivait. Lorsque sa tante l'avait chassée la première fois et qui avait dit dans le quartier, elle vendait les œufs, elle faisait des omelettes, elle vendait des œufs et sa tante a dit aux clients qui venaient acheter, vous achetez chez elle, vous ne savez pas qu'elle a le sida. Donc finalement, elle ne vendait plus. Ça a été une honte pour elle. Alors, cette honte l'a empêché de continuer à aller à l'hôpital pour suivre son traitement. Donc, la maladie a commencé à se développer et elle s'est retrouvée chez un parent qui avait dit qu'elle allait l'accueillir dans une famille d'accueil, parce qu'on a aussi des familles d'accueil ici en RDC pour différents cas, hein, pas simplement pour le VIH. Et cette dame qui l'avait prise en charge a commencé à faire du chantage, je me rappelle, à un des médecins qui s'était porté garant pour payer les frais scolaires de la petite. Et lorsque nous, on a appris l'histoire, on a dit, OK, d'accord, nous, on va commencer à payer les frais scolaires de l'enfant pour qu'elle commence à partir ne fût-ce qu'à l'école comme elle voulait continuer ses études. Alors, cette maman obligeait carrément qu'on paie les frais scolaires de sa propre fille aussi. On disait non, votre enfant n'est pas à notre charge. Ouais. Vous avez la charge d'une petite orpheline qui n'a pas de famille. Ouais. Sa seule famille l'a rejetée. Vous avez accepté de la prendre. On ne voit pas comment maintenant nous allons payer les frais scolaires pour votre enfant. Alors, à force d'insulter la petite a décidé d'arrêter de prendre son traitement. Donc, on nous a appelés. C'était déjà pratiquement trop tard et elle est morte. La deuxième jeune fille qui est décédée, c'était pratiquement dans les mêmes conditions parce que elle, lorsqu'elle a découvert sa séropositivité, elle n'a pas assumé. Elle a refusé d'accepter au fait même de suivre le traitement. Donc, elle a commencé à développer des petits bobos tous les jours. Il y a quelque chose qui sortait là. Un coup, c'était des maux de tête. Un coup, c'était le groupe carabiné. Un coup, chaque fois, il y avait quelque chose. Et un jour, on nous appelait pour dire que et elle était partie. Donc, parfois, on participe dans les enterrements. On envoie nos participations, mais on ne va pas directement au deuil, parce qu'on a quand même une petite équipe qui fonctionne très bien avec les enfants eux-mêmes. Donc, ils nous disent ce qu'il faut faire et nous, on donne notre contribution pour que ces enfants soient enterrés dignement. Et on essaie vraiment d'éviter qu'il y ait des morts parce qu'aujourd'hui, il y a des traitements qui sont là. Ils peuvent vivre une bonne vie, avoir une belle qualité de vie, pourquoi pas. Mais on a souvent ceux aussi qui partent tutesse par rapport au regard des autres, par rapport au milieu dans lequel ils vivent, qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont séropositifs et qui ne suivent pas bien leur traitement. C'est le cas d'une des jeunes filles qui fait partie de nos commandos, qui un beau jour, on nous a appelés, elle était à l'article de la mort. Parce qu'elle aimait sortir, elle aimait aller en boîte, elle aimait boire comme tout le monde, elle aimait faire la fête. Bon, elle aimait, parce que maintenant elle ne le fait plus. Elle est tombée gravement malade, ce qui fait que le médicament ne t'aidait plus. Parce que chaque fois, en fait, elle arrêtait, elle reprenait son traitement sans le consentement du médecin. Parce que tu ne peux pas arrêter un traitement pendant 3 mois et reprendre comme toi tu veux. Parce que la quantité de virus a certainement augmenté. Le virus devient résistant aux médicaments que tu prenais avant. Il faut qu'on refasse d'abord les analyses sanguines, qu'on revérifie pour voir le taux de virus dans le sang, pour pouvoir te prescrire de nouveaux médicaments. Alors, elle a fait de l'automédication. Donc, elle s'est retrouvée dans un état pas possible. Lorsqu'on nous a appelés, on l'a envoyée dans un autre hôpital. À l'hôpital, on a dû suivre. Heureusement qu'il y a aussi une équipe avec d'autres médecins, des spécialistes qui prennent en charge aussi les cas des récidives pareils, qui ont pu la suivre. On a dû payer parce qu'en dehors des médicaments, ces enfants, parfois, ils ont besoin qu'on les assiste pour qu'ils puissent manger. Ouais.
Donc, il y a tout ça, en fait, il n'y a pas que le médicament. Il y a tout ça, il y a aussi des groupes de parole qu'on essaie d'organiser pour éviter que les enfants ne sombrent pas dans la dépression. Parce que lorsqu'ils se retrouvent seuls aussi, ils se retrouvent pas encadrés du tout, il n'y a pas un adulte qui les écoute, on les regarde en le jugeant. Tu ne peux pas dire à un enfant qui a été contaminé à la naissance par sa maman qu'il a choisi d'être séropositif. Ouais. Formidable comme programme, c'est vraiment super. Mais est-ce que la main sur le cœur a le projet d'étendre d'objectifs à d'autres provinces? Parce que je vous ai entendu parler de Kisangani et Kinshasa, mais est-ce que vous pensez étendre ce travail à d'autres provinces? Oui, bien sûr, on est déjà à Goma depuis quelques années aussi. On avait fait un tour pour voir un peu. Il y a beaucoup d'activités qui sont faites là-bas, en dehors de la main sur le cœur. Il y a un hôpital qui s'occupe de beaucoup d'enfants vivant avec le VIH. On a fait le Kasaï, on a fait Bujumaï, on avait fait le Bumbashi aussi à une époque. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient, parce que nous, on peut pas être partout en même temps. Hein. Donc, l'appel qu'on avait lancé à l'époque et qu'on continue toujours à dire jusqu'à maintenant, c'est de dire ceux qui sont dans ces provinces-là, qui se sentent vraiment avec un cœur de compassion. Nous, on le fait gratuitement. Hein. On n'a pas un salaire, on n'a pas un budget, on n'a pas des subventions. Il faut tomber sur des bonnes personnes qui sont prêtes à s'engager sans entendre en retour que Kinshasa les paye. Parce que nous, on n'est pas payé pour ce qu'on fait. On le fait avec le cœur. C'est pour ça que ça s'appelle la main sur le cœur. On le fait avec ce qu'on a. Parce que les enfants ont besoin de nous être présents aussi dans leur vie, être présents dans leurs activités. Être aussi à l'écoute de leurs besoins. Je crois que nous, on ne vient pas imposer tout ce qu'on fait, on n'est que la voix des sans-voix. Nous ne sommes que la voix de tous ces enfants qui savent pas parfois où aller. Parfois, c'est les parents ou les grands-parents. Je me rappelle, il y a 3 ans, on avait fait les dons des matelas à certains enfants, à certains parents. Et lorsqu'on a dit, les grands-parents venaient prendre les matelas et dire, c'est la première fois que mon petit-fils va dormir sur un matelas. Lorsque sa maman est décédée, elle avait 2 mois, elle avait 3 mois, on dort sur une natte. Vous voyez parfois des petits gestes comme ça qui comptent, ou des colis de repas qu'on peut faire à la Noël ou à la bonne année, où on a eu des moments aussi, on a eu des gens qui nous ont envoyé des vêtements qu'on a pu distribuer à certains enfants. On a eu des machines à coudre qu'on a pu donner au fait à certains aussi. Donc nous, on se dit dans les provinces, il faut pas que les gens nous attendent de nous pour aller développer, parce que on travaille aussi au quotidien, on a nos propres business, on a notre propre travail. On ne peut pas prendre un engagement pour aller s'installer dans une province et dire qu'on vient ouvrir la main sur le cœur ici. Ce serait beaucoup nous demander, et on serait incapable d'être aussi pointueux que nous le sommes. Parce qu'on a Kinshasa, parce qu'en fait on vit à Kinshasa, mais ça ne nous dérange pas. Il y a des gens qui nous avaient appelés à l'époque pour dire qu'ils nous représentaient. On n'a que ceux de Goma qui ont continué et ceux de Kisangani, parce qu'on a des jeunes filles qui sont là-bas, mais dans les autres provinces, d'attendre que nous soyons là, c'est quand même le plus difficile. Hein. Moi, j'ai été plusieurs fois à Mbujimaï. Peut-être parce que je suis de là-bas, parce que moi j'ai été à l'école là-bas, parce que moi j'ai fait la maternelle, l'école primaire et une partie de l'humanité. Donc c'est chez moi, c'est peut-être différent parce que j'y vais souvent, mais j'ai pas trouvé quelqu'un qui peut. Je suis en contact avec un médecin qui est extraordinaire, mais il est médecin. Lui, il pourra pas avoir le même temps que moi je pourrais avoir dans mes temps perdus quand j'y vais, pour aller voir comment ça se passe avec la prise en charge. Vous voyez, il faut vraiment localement qu'il y ait des gens qui sont prêts à prendre cet engagement, à se dire, on va le faire dans notre temps, mais en même temps aussi, quand on a le temps libre, mais en même temps aussi, lorsqu'un enfant appelle, lorsqu'un médecin appelle une urgence, que je puisse répondre à l'urgence. Parce que nous, on a beaucoup d'urgences, en fait. Oui, d'accord. Est-ce que le gouvernement vous fait quand même un clin d'œil ou est tenté de vous faire un clin d'œil? C'est pas qu'on n'a pas essayé, mais parfois, c'est pas évident, parce qu'il y a quand même la lourdeur aussi avec la bureaucratie. Un peu comme partout. C'est vrai que même quand j'étais aussi à Bruxelles, on n'a jamais eu de subvention de l'État belge pour l'association. Vous voyez, donc nous on attend juste l'accompagnement
question un peu différente, c'est-à-dire que c'est pas simplement question d'argent, hein. Ouais. On avait mis en place une application Landela pour la prise en charge, surtout au niveau des médicaments, parce qu'on a eu à un moment donné des médicaments périmés dans le pays. On avait des enfants qui n'avaient pas leur traitement à temps. Il y avait à un moment dans certains centres de santé, il n'y avait pas de médicaments. Je m'étais levée par rapport à ça. On avait mis en place avec le soutien du PNUD une application Landela. Et jusqu'aujourd'hui, l'État n'a jamais récupéré ça pour le vulgariser dans tout le pays. Et l'application permettait aussi d'éviter de doublons. L'application permettait de voir au niveau pharmaceutique les produits qu'il y avait, au niveau des stocks et tout ça. Il y avait un suivi, connaître le nombre de patients. On avait dedans l'identifiant unique pour les patients. Donc quand le patient arrivait, on a formé 150 on les appelle les pères éducateurs. On les a formés grâce au PNUD. Aujourd'hui, ces enfants ont eu une formation qu'ils n'ont pas pu mettre en marche. Et cette application nous permettait non simplement de numériser le système de santé au niveau de la prise en charge pédiatrique du VIH, pour qu'un enfant qui est suivi à Kalembele, mais s'il va à l'hôpital Roi Baudouin ou à Ndjili, on sait que cet enfant, on a son dossier médical, c'était sécurisé, chaque étape était sécurisée, même au niveau de la province. Par moment, voilà, quand on a juste besoin, par rapport à l'application, par exemple, l'État n'a jamais récupéré cette application pour le vulgariser au niveau du pays. Ouais. Et le récupérer parce que c'est une bonne chose pour le pays. Je me rappelle qu'on était parti dans un forum d'AIPAC en Afrique du Sud, et à certains pays qui étaient là, c'est la première fois qu'ils entendaient parler d'une application pareille. Ils ont même demandé de le racheter. Notre côté patriote a pris le dessus, on a refusé. Vous voyez, c'est pour dire jusqu'aujourd'hui, ça fait, je pense, 3 ans, 4 ans que l'application est là dans notre pipeline et qu'ils l'ont jamais récupérée. Et pourtant, c'est important d'avoir une idée sur les chiffres des enfants. C'est important d'avoir l'identifiant unique parce que ça va nous permettre de bien gérer les médicaments, de bien gérer les enfants, de savoir quel enfant qui est bien suivi, celui qui n'est pas suivi, connaître les antécédents qu'ils ont, connaître les problèmes qu'ils ont, parce que le médecin n'est pas là. Le médecin qui a reçu pour avoir le dossier médical, comme on le voit au fait ailleurs en Europe. Et si l'enfant a perdu sa carte d'identité, il suffit qu'il mette ses empreintes. Donc, son dossier médical sort. Pareil pour les ordonnances. Les ordonnances étaient carrément virtuelles. Donc, aujourd'hui, en Europe, on a les ordonnances virtuelles. Et nous, dans le système qu'on avait mis en place, l'ordonnance, l'enfant n'avait pas besoin de l'ordonnance. Simplement avec son téléphone Android. Donc, il avait l'ordonnance sur son téléphone. Mais pour ouvrir cette ordonnance, il fallait qu'il puisse mettre son pouce au niveau de la pharmacie de l'hôpital. Et c'est là simplement que le pharmacien pouvait voir. Et l'enfant mettait directement OK qu'il a reçu les médicaments, parce qu'on avait des enfants aussi qui disaient qu'ils n'avaient pas reçu leurs médicaments et pourtant ils avaient reçu et ils ne le prenaient pas. Ça nous permettait de contrôler, enfin, ça nous permet jusqu'à maintenant de contrôler tout le système, que ce soit au niveau des stocks jusqu'au suivi du patient. Et cela, c'était juste tout bénéfique pour le pays. Vous voyez qu'au niveau du gouvernement, jusqu'aujourd'hui, ils l'ont jamais pris. On a fait des réunions. Le PNUD a accepté le projet. Il a financé la première partie. Jusqu'aujourd'hui. Bon, peut-être que cette fois-ci, avec la première ministre nommée, on pourra avoir une lueur d'espoir. On espère. C'est une dame qui nous a toujours soutenus, même quand elle était au PNUD, qui n'a jamais manqué une de nos soirées de gala. Il y a ce gala que vous organisez le 10 mai. C'est à l'hôtel Blason, je vois. Oui. Ouais, qu'est-ce que vous attendez de ce gala et qu'est-ce que vous voulez dire à la population, au peuple de Kinshasa et du Congo qui voudrait venir? Cette année, on a dit la 8e édition, parce que c'est la 8e fois qu'on fait le gala. On a dit, cette fois-ci, c'est une édition spéciale. Une édition spéciale, pourquoi? Parce qu'on a entendu le cri de cœur que la première dame avait lancé en disant
mettons-nous ensemble pour aider les victimes de l'Est. Peu importe le projet, peu importe la manière, mais faisons quelque chose. Alors, avec toutes les mamans de la main sur le cœur, on a dit, mais écoutez, c'est vrai que chaque année, on fait le gala pour aider les orphelins, pour les accompagner. Mais la plus grande partie que nous avons accompagné jusque-là, depuis qu'on a commencé, c'est Kinshasa, qui ont bénéficié finalement de tout ce qu'on a eu en 7 ans. C'est Kinshasa qui a eu, en dehors de ce qu'on a fait à Kisangani, c'est les enfants de Kinshasa pour lesquels on a payé des frais scolaires. C'est les enfants de Kinshasa qu'on a donné des vivres frais, qu'on a donné des vêtements, qu'on a donné ceci, qu'on a donné cela. On s'est dit, pourquoi ne pas penser à ces enfants victimes de la guerre? Ils ont le VIH, certains n'ont pas le VIH. Simplement, les parents sont morts, ils sont orphelins. Ils sont les morts de la guerre, dans les déplacements. Ouais. Il y a tellement de petits, on voit ces enfants qui pleurent, qui peinent. Ils n'ont personne, en fait, pour sur la route. Certains sont morts, même sur la route, n'ont même pas pu atteindre le camp de déplacés. Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas faire un gala cette année, que tous les fonds qu'on va avoir jusqu'au 10 juin, on va pas s'arrêter simplement au 10 mai, on va laisser la cagnotte ouverte jusqu'au 10 juin au moins, pour permettre aux gens d'apporter un $5, un $1, un 1000 francs, un euro, pour participer à cet élan de solidarité. Cette solidarité active dont on a toujours dit que le Congolais était quelqu'un de très solidaire. Ouais. De se dire qu'on ait 10 000, qu'on ait 20 000, qu'on ait 50 000, si on peut acheter des lits, si on peut acheter des vêtements, si on peut acheter les haricots, tout ce qu'on peut apporter pour, ne fût-ce que, même si c'est que pour un seul jour, monsieur Andy, redonner le sourire. Super. Donner de la chaleur. Super. Voir cet amour dans leurs yeux, la joie de pouvoir manger, même si c'est un petit paquet de biscuits, au fait. Ouais. Tout est important dans un camp de réfugiés. J'appelle ça camp de réfugiés, camp de déplacés. Ils sont réfugiés parce qu'ils ne sont pas chez eux. C'est ça. Même si Goma, c'est chez eux ou dans tel camp, là où ils sont, ça reste la terre congolaise, mais ils sont réfugiés parce que c'est pas l'endroit là où ils vivent. Lorsqu'on nous dit, ils dorment dans des tentes. Et ces tentes-là, ils mettent des matelas par terre. Mais lorsqu'il pleut, la pluie entre, ce matelas-là va être mouillé. Pourquoi ne pas penser à faire des planches pour déposer ces matelas-là dessus, que même s'il pleut, ils peuvent dormir. Et donc rester debout dans un coin parce qu'ils ne peuvent pas s'allonger. Il y a certainement des menuisiers sur place à Goma qui peuvent nous fabriquer quelque chose de solide, peut être avec le bambou, peut être avec du bois solide qui supporte l'eau. Vous voyez, apporter des couvertures, tout ce qu'on peut apporter aux orphelins en ce moment, tout est utile. Même un jouet que ton enfant a déjà joué avec, qui n'en veut plus. Quelqu'un au Canada, il se dit, ok, d'accord, moi je vais envoyer par Western Union, il va nous écrire une box et on va envoyer les coordonnées chez qui il peut envoyer. Et chaque jour, on donnera, chaque fois, en fait, même à la soirée de gala, on dira le montant qu'on a récolté. On donnera pas les noms. Le but n'est pas de faire la publicité des personnes qui vont donner. Dire le montant qu'ils ont donné, c'est pas le but. Ouais. Le but, c'est de dire, nous avons récolté autant d'argent. Voilà, maintenant nous allons partir à Goma, bien sûr avec l'accord du gouverneur militaire, parce que on veut pas donner ça à une organisation sur place. On veut aller donner aux bénéficiaires qui voient que voilà, il y a 5 personnes, 10 personnes qui sont venues nous voir dans les camps. On peut préparer la nourriture, manger avec eux ce jour-là. Chanter, partager au fait un moment de bonheur avec eux. S'ils sont là, ça veut dire qu'on peut y aller aussi. Ouais. Vraiment une idée formidable quand on sait qu'il y a 30 ans que cette situation perdure. Vraiment, c'est bien pensé et bien conçu de le faire. Est-ce qu'il y a un numéro où on pourra vous atteindre si la diaspora, par exemple, voudrait faire un geste? Oui, il y a mon numéro de téléphone, le plus 243 82 22 84 470 ou 470.
Et puis, il y a sur la page de la main sur le cœur, il y a plusieurs numéros de téléphone qui sont là-dessus aussi, que les gens peuvent appeler. Mais souvent, on dit aux gens, parfois les gens appellent un peu en désordre. Quelqu'un de Goma va appeler pour dire, oui, moi, je suis à Goma, j'ai aussi besoin d'aide. On n'a pas besoin de ce genre d'appel. Quand on donne nos numéros de téléphone, ce sont des numéros de téléphone qui sont des numéros privés. C'est juste pour une bonne cause. Voilà. Donc après, là, c'est pas un numéro qu'on va commencer. Souvent, on bloque les gens. Ils commencent à appeler n'importe comment. Et puis, on va pas prendre un numéro spécial que pour ça qu'on va jeter. Peut-être un jour, quelqu'un aura besoin de prendre contact avec nous. C'est pour ça qu'on se dit que les gens sont respectueux. On garde nos numéros de téléphone. Ouais. Ça permet aux gens de rester en contact avec nous et de suivre aussi ce qu'on fait. Et quand on y aura sur place ceux qui voudront venir, bien sûr, avec l'accord du gouverneur militaire qui nous dira, vous pouvez venir à 5 ou à 6. Ça va nous faciliter pour vous sécuriser aussi, pour aller dans les camps de déplacés, pour ne pas non plus avoir des problèmes au niveau de la sécurité. Un petit mot pour les concernés qui vivent dans ces camps de déplacés et que vous voudriez assister prochainement. Je dis vraiment à tous, on est vraiment de cœur avec vous. Lorsqu'on ne vit pas quelque chose, on croit que c'est facile. Il faut le vivre pour le comprendre. Quelqu'un qui n'a pas vécu la guerre, quelqu'un qui n'a jamais entendu un coup de feu, il peut pas comprendre la peur que tu as au ventre tous les jours parce que tu sais pas si ça va arriver là. Si quelqu'un de ta famille, quelqu'un proche de toi n'est jamais tombé sur un champ de bataille, tu ne peux pas comprendre la douleur que l'autre peut traverser en ce moment. C'est pour dire que on comprend. On vit avec eux. La douleur qu'ils traversent, on traverse cette douleur avec eux. Et si on le fait parce qu'on dit, ça peut m'arriver. Ça peut arriver à mon frère, ça peut arriver à ma sœur. Qu'est-ce que je peux attendre des autres? J'attendrai de la compassion. J'attendrai l'accompagnement. J'attendrai un sourire. J'attendrai une chaleur. J'attendrai une prière. On comprend. On comprend votre situation dans les camps où vous vivez en ce moment, quel que soit ce que vous traversez. Il y a toujours quelque part quelqu'un qui se fait un petit souci pour vous. La main sur le cœur l'a prouvé. Merci beaucoup, Madame Dani Nyembwe. Merci à toute votre équipe également et à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Moi, je vous remercie, Monsieur Andy. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci pour votre générosité parce que je sais que plusieurs, au travers de cette émission, prendront contact avec nous. Pour ceux qui sont à Kinshasa et qui n'ont pas encore pris leur billet, les places sont vraiment limitées. Le but n'est pas de remplir la salle avec 500, avec 1000 personnes, mais c'est de voir un dîner de qualité, un gala de qualité où les gens pourront sortir de là en se disant « J'ai été là et j'ai vraiment soutenu nos bien-aimés qui sont à l'est de la République. » Encore un grand merci à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous.